Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Socrate, Spinoza, la Bible ou encore Platon, il n'y aurait pas d'âge pour aborder les grandes questions. De nombreuses associations donnent désormais des cours de philosophie et de théologie aux tout petits. Favoriser l'écoute, la tolérance, le sens critique et la réflexion. À en croire les professionnels, les vertus seraient nombreuses. Et les réponses des enfants à la fois étonnantes et pleines de bon sens. Philo, Théo et Marmot, c'est un reportage de Maria Nicolier. Pendant longtemps, l'apprentissage chez l'enfant passait par l'obéissance. Absorber les connaissances sans discussion. Période révolue. Son statut a radicalement changé au cours des dernières décennies. L'enfant a obtenu le droit de penser. L'enfant, il est penseur au même titre que l'adulte, oui. Il n'est pas considéré comme un être non fini auquel il faut transmettre un savoir précis pour qu'il soit terminé, justement. L'idée, c'est de lui fournir des outils pour qu'il puisse, justement, développer ses ressources, parce que ses capacités à penser, il les a. Simplement, il faut qu'elles s'exercent. L'association genevoise Profilo est aujourd'hui très sollicitée en Suisse romande, par les écoles privées et publiques. Elle utilise la méthode américaine de Matthew Lipman, qui date de la fin des années 60. Objectif du philosophe ? Développer la capacité de l'enfant à penser par lui-même et à débattre de ses idées, à l'image d'une expérience démocratique. Qu'est-ce que vous voyez, comme une question, qu'est-ce que vous voyez sur la photo ? Oui. Iscaline. Iscaline. Ils font la même chose. Est-ce que c'est bien d'être sans amis ou... Peut-être si t'es heureuse d'être toute seule, c'est parce que tous tes amis t'énervent. Comment tu ferais, toi, pour te faire des amis ? Est-ce que tu ferais Sympa avec. d'être sympa avec ? Tu leur demandes si tu peux jouer avec eux et si ils disent non, t'essayes de jouer avec eux mais sans qu'ils voient. L'idée, c'est vraiment d'être le plus neutre possible, de réfléchir à ce que dit l'enfant et à le mettre en question, mais ne jamais donner la réponse ou de jamais dire ah oui, ça c'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut dire, ou ça c'est pas intéressant. Il faut entrer dans la question et réfléchir à la question avec eux. Alors, on va commencer. Tous ceux qui ont levé la main, réfléchissez bien. Il faut trouver des choses que l'autre aime. D'accord. Il faut chercher. C'est difficile de trouver des choses que l'autre aime. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver quelque chose que l'autre aime ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver ? Le regarder. Il y a beaucoup d'enfants qui se posent déjà tout petits des questions essentielles, notamment d'où viennent-ils, où vont-ils après la mort, qu'est-ce que c'est l'amitié, c'est quoi l'amour, c'est quoi la justice, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre ? Et ce sont des questions qui sont déjà présentes en eux très jeunes. On a fait l'amitié. On a expliqué l'amitié. Que si on n'était pas amis, on pouvait quand même jouer ensemble. La philosophie, c'est plutôt quand je sais pas comment expliquer. On parle un peu tous ensemble. Et puis on parle souvent quelque chose et on reste sur la même chose. Le chemin du savoir est plus important que le savoir en lui-même. Cette pratique fait de l'enfant un philosophe. Et il est peut-être plus doué que l'adulte. Plus que nous, certainement une plus grande fraîcheur. Certainement moins d'habitudes installées, moins d'opinions installées. Et donc parfois peut-être une plus grande aisance à se libérer de ces opinions qui parfois nous engluent, nous les adultes, et dont on a de la peine à se dépêtrer. Si l'enfant du XXIe siècle est philosophe, à la paroisse protestante de Versoix, il est aussi théologien. Les créatures ? Ici, on utilise la méthode américaine Godly Play pour raconter la Bible. Elle est inspirée par l'éducation Montessori, dite ouverte par opposition au système traditionnel. Godly Play se traduit en français par jeu divin. Et elle est morte.
Abraham et Isaac l'ont enterré tout près du chêne de Mamré. C'est une méthodologie qui permet justement l'émerveillement de l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui vient avec son intuition, ce qu'il porte déjà en lui et qui n'est pas prédéterminé par un adulte qui aurait fait son interprétation du texte. Alors, quelle partie de ce récit vous avez préférée, Nathan? Quand il prie. Quand il prie. Moi, j'ai pas aimé quand il disait que le désert c'était dangereux et aussi quand Dieu et Abraham ils étaient tout à côté. Quand ils étaient morts. Quand ils étaient morts. Ok. La paroisse de Versoix pratique le Godly Play depuis 4 ans. Quoi de plus naturel que de raconter la Bible ? Comme avant, les grands-parents racontaient des histoires au coin du feu. Maintenant, c'est une autre façon de faire, mais la transmission est dans l'histoire, en fait. Et puis, ça forme aussi les enfants à se dire que cette histoire qui est racontée, c'est aussi la leur, puisqu'il y a cette phase d'appropriation en fin de séance qui leur permet aussi de comprendre que c'est l'histoire de Dieu avec les hommes, mais aussi l'histoire de Dieu avec eux. Je me demande quelle partie de cette histoire parle tout spécialement de vous? Alicia. Bah, quand ils ont fait des bébés, qui ont fait des bébés, qui ont fait des bébés. D'accord, c'est donc la partie où ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants. Comme Ambre. Comme Ambre. Et à côté de ce puits, il y avait Rebecca. Bah, Rebecca, je l'aurais coloriée avec des cheveux bruns, des yeux bleus et des lèvres comme on a. Et puis elle serait jolie comme ça. Ensuite, Isaac, il se mariait avec elle. Et Isaac, il aurait les cheveux blonds, un peu comme mon copain d'école. Il s'appelle aussi Isaac. Une histoire, c'est fait pour ça. Un conte, une histoire biblique, on peut se l'approprier comme on veut, avec son vécu. Donc, je pense qu'on n'est plus dans le domaine du vrai, du faux, mais plus de l'expérimentation, du vécu. C'est merveilleux, le désert. Hein? L'adulte n'est donc plus un transmetteur. Alors, maintenant, L'éveil à la foi se fait en toute liberté. c'est du désert. Toi, tu crois en Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai une photo de Dieu et puis je lui mets tout le temps le soir une fausse petite bougie. J'aime bien faire ça, j'aime bien. Je m'amuse des fois avec ça. J'y crois à la moitié. Tu m'expliques? Parce que ma maman, elle a été baptisée, mais pas mon papa. Mon papa n'y croit pas et ma maman, je sais pas, faudrait que je lui repose la question. Mais je crois la moitié et moitié Dieu et moitié hasard. Une spiritualité choisie. Cependant, la méthode Godly Play suit des règles strictes. La salle où se tient le récit contient des éléments précis pour familiariser l'enfant avec la foi chrétienne. Le moment du goûter, appelé en langage Godly Play le festin, clôt la séance. Ça joue comme ça, tout le monde en a un? C'est à Genève que la méthode américaine a trouvé ses premiers adeptes francophones. Une version genevoise de Godly Play s'est créée en 2016. Une façon de faire qui nous vient de l'étranger, c'est ni bien ni mauvais, mais pourquoi pas en profiter, même si c'est un effet de mode, je vois pas de contre-indication. Quoi qu'il arrive, on ne pourra plus enlever à l'enfant sa capacité à penser le monde. Florence Auvergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice pour la méthode Godly Play, c'est la méthode qu'on a vue dans le reportage. Vous êtes également animatrice pédagogique à l'église protestante. Vous donnez des cours de philo, vous faites philosopher les enfants, comme on dit. Vous avez rigolé pendant tout le reportage. C'est un drôle de métier, on rigole beaucoup quand on fait philosopher les enfants. Ah, ça, il y a des chances, oui, effectivement. Oui, c'est une des choses qui est évidente, c'est qu'on s'émerveille et puis ça se traduit souvent par le rire et le sourire, même si devant les enfants, on est prudent. Ça peut être grave aussi. Ça peut être très grave. Vous avez entendu, on a parlé de la mort. Il y a parfois des moments, effectivement, qui sont pleins de solennalité, je dirais. Le pasteur disait la philosophie pour les enfants, ou plutôt faire philosopher les enfants, l'enfant philosophe, c'est à la mode, vous confirmez, il y a une mode, c'est trendy.
Je pense que c'est effectivement à la mode, mais c'est plutôt parce que notre conception de l'enfant a complètement évolué, comme c'était également évoqué, et du coup, on est obligé de revoir notre manière de considérer l'enfant aussi dans ce domaine qui est exercer sa raison. Et un homme qui est à la mode, c'est Jean-Paul Mongin. Vous avez une jolie veste un peu design avec des boutons de couleur. Jean-Paul Mongin, ça fait votre beurre quelque part, cette philosophie pour enfants à la mode, puisque vous êtes fondateur de la maison d'édition Les Petits Platons. Qu'est-ce que c'est en 2 mots cette maison d'édition ? Les Petits Platons, c'est une maison d'édition dans laquelle je me propose justement de raconter aux enfants les grands philosophes. Le pasteur, dans votre reportage, soulignait cette importance pour les enfants de l'histoire. Et c'est vrai que les enfants, même s'ils sont le moins portés à la chose théorique, tous les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. Et on peut leur raconter des choses très très compliquées qui les touchent très profondément dès lors qu'on leur transmet la philosophie par des histoires. Une maison d'édition comme ça, pleinement dédiée à l'enfant philosophe, c'est pas banal. Ça vous est venu d'où peut-être cette idée ? Peut-être de ma propre formation ou déformation de philosophe. C'est-à-dire que j'ai commencé par éditer les livres dont je me figure qui m'auraient amusé étant moi-même enfant. Et puis ensuite, on a trouvé notre petite niche sur le marché éditorial, puisqu'il existait déjà d'excellents supports qui parlaient de philosophie aux enfants, mais toujours avec une approche plutôt thématique sur qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est que l'amour, pourquoi les hommes font la guerre, pourquoi la mort, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école. Et la spécificité de notre approche au Petit Platon, c'est de rentrer certes dans ces thèmes, mais par la vision du monde d'un philosophe, et donc de faire comprendre aux enfants que ces questions qui se posent, il y a 500 ans, il y a 1500, il y a 2500 ans, des hommes et des femmes se les sont posées de la même façon, et cheminer avec ces hommes et ces femmes leur permet d'être renvoyés à l'unité de leur propre questionnement. Et tous vos livres sont certifiés par vos enfants. Je crois que vous en avez 4, de 4 à 9 ans. Vous les faites tester, ces méthodes, c'est des cobayes, vos enfants. Oui, enfin, je les laisse découvrir et musarder dans la collection. Je ne veux pas leur infliger comme ça un corpus. Mais effectivement, je commence à avoir à la maison des petits lecteurs de mes Petits Platons. Et c'est aussi gratifiant de pouvoir laisser à ses enfants quelque chose dont on pense qu'on l'a fait de sa propre façon dans le monde. Florence Auvergne, la grande question, c'est est-ce qu'il y a un âge pour commencer à philosopher et est-ce que la vision et les thématiques doivent évoluer avec le temps ? Je ne sais pas, 4, 7, 8, 65 ans, est-ce qu'on philosophe de manière différente ? Oh, certainement. Je pense qu'on ne philosophe pas de la même manière, on n'apprend pas à philosopher de la même manière. Par rapport aux thématiques, je ne pense pas, et je rejoins en cela M. Mongin, je pense que les grandes questions fondamentales se posent depuis tout petit. Par exemple, la mort. La mort. Certains enfants de 3 ans sont déjà on dit que les enfants adorent la mort. Enfin, parler de la mort, est-ce que c'est vrai ça ? D'ailleurs, on a vu, il y en a un qui a dit le moment que je préfère, c'est quand il est mort. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des questions fondamentales auxquelles on est confronté, comme la solitude, comme les grandes questions de vie, la liberté. Et ça, c'est des choses qui nous sont effectivement très proches dès le début, parce que l'expérience de la mort, l'enfant l'a fait rapidement, ne serait-ce qu'à travers des animaux autour de lui ou plus gravement des personnes qui meurent. Et très souvent, c'est les réticences des adultes qui font qu'on dit que ce n'est pas une question pour les enfants. Et en fait, je pense qu'il y a peu de tabous, vraiment, quand on en parle avec authenticité avec les enfants. Mais parfois, il faut quand même avoir expérimenté la chose. Par exemple, je ne sais pas, le couple, Jean-Paul Mongin, si on doit philosopher autour de la question du couple, à 4 ans, c'est un peu compliqué quand même, à 7 ans, le couple... Ou alors il y a le couple des parents, peut-être, comme modèle ou... Oui, bien sûr, on peut réfléchir à ce que c'est qu'un parent, on peut réfléchir à ce que serait un monde où les amoureux ne se sépareraient jamais. Il y a certainement une bonne façon de parler de l'amour aux enfants. Et moi, avec des enfants de maternelle, je leur raconte souvent le chemin que fait Socrate dans le banquet de Platon avec la prêtresse Diotime, ce chemin d'initiation qu'il fait passer de l'amour des beaux corps à l'amour des belles lois et à l'amour des belles idées. Donc en fait, il s'agit juste de s'adapter un peu à l'âge et au questionnement de ses enfants. Mais je voudrais revenir quand même sur ces thématiques, parce que c'est vrai que la philosophie, on en fait quand on parle de l'amour et de la mort, mais on en fait aussi quand on parle de toutes petites choses. Et on peut faire de la philosophie à partir d'un brin d'herbe, en se demandant pourquoi il n'y a pas 2 brins d'herbe dans le monde qui sont identiques. Et en fait, chaque question d'enfant est une porte ouverte sur la philosophie, aussi bizarre que cette question puisse nous paraître. Et je pense même que les enfants ont une manière de nous renvoyer leurs questions qui sont souvent justement un peu décrassantes pour les adultes que nous sommes, parce qu'ils ont justement ce regard pour lequel nous, on doit s'exercer
pour retrouver une certaine fraîcheur et une certaine habitude de la question. Des enfants sont des mines à questions, en fait. Et on le sait bien quand on est parent. Ils s'étonnent de tout. Ils s'étonnent de tout et tout est sujet à question. C'est l'âge des pourquoi qui fatigue un peu déjà pour certains parents, mais c'est vraiment, tout est une question. Et en plus de ça, l'enfant est très familier du mystère. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas d'étonnement à ne pas tout comprendre. Un enfant, il est confronté sans arrêt à des nouveaux mots, à des nouvelles problématiques qu'il n'a jamais abordées. Donc pour lui, ça va être extrêmement important de pouvoir trouver des interlocuteurs qui ne vont pas le renvoyer simplement jouer au lieu de prendre au sérieux ces questions. Jean-Paul Mongeant, vous avez une formation de philosophe. Est-ce que vous avez appris des choses, hein? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que vous vous êtes dit « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça en philosophant avec les enfants » Ah oui, je pourrais vous raconter 1000 histoires. Mais par exemple, l'année dernière, en Suisse, justement, j'ai fait un merveilleux atelier avec des enfants lors d'un salon du livre. C'était un atelier sur Descartes et puis la vérité. Qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir? Et au terme d'un cheminement qui nous avait fait douter de toute chose, douter que 2 et 2 font 4, douter de l'existence du monde, je demande aux enfants, mais alors qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir? De quoi on peut être vraiment certain? Et là, il y avait une petite fille qui était sur les genoux de sa maman. Elle ne suivait pas vraiment l'atelier parce qu'elle était trop petite. Ça, je parlais plutôt avec des un peu plus grands devant. Mais elle se tourne vers moi et elle me dit, ben moi, ce que je peux vraiment savoir, ce dont je suis certaine, c'est que ma maman, elle m'aime. Alors que je voulais les introduire au cogito cartésien, au je pense, je suis, voilà qui est certain, en fait, elle me manifestait qu'il y avait une sorte de cogito plus immédiat, une sorte de cogito amoureux, le fait qu'on était posé dans l'existence, précédé par un amour. Et ça, en fait, j'ai trouvé que c'était une manière très intelligente et très profonde de questionner la démarche de Descartes. Une anecdote comme ça aussi, Florence Auvergne? À propos des surprises que nous avons. Qui vous ont étonné comme réponse celle qui me vient à l'esprit, c'est un des plus récents ateliers philosophie que j'ai pu animer à l'École internationale. Et à un moment, les enfants se sont étonnés, parce qu'ils étaient en train de partager des expériences à propos de choses qu'ils avaient vues, et notamment d'un spectacle où on avait participé, et ils avaient vu des pops. Et des pop habillés en noir. Alors déjà, il a fallu comprendre ce que c'était qu'un pop. Donc on a eu tout un moment de tâtonnement autour de la définition. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui me dit « Mais pourquoi ils sont habillés en noir ?» Parce que récemment, on a fait, on va dire récemment, il y a peu de temps, nous avons fait la journée de la paix. Et on était tous habillés en blanc pour la journée de la paix. Alors pourquoi les pop sont habillés en noir? C'est parce qu'ils veulent la guerre. Et alors là, il y a eu un grand moment où on a commencé d'essayer de trouver une explication. Et ça allait depuis ils n'ont pas autre chose dans leur armoire jusqu'à ils ne doivent pas salir. Et pour finir, on est arrivé à un moment de dire alors comment pourrions-nous avoir la réponse à cette question? Et on a évoqué les livres, mais il y a quelqu'un qui a dit je pense qu'autour de la Terre tourne quelque chose qui enregistre toutes les réponses du monde et nous les renvoie. Donc il faudrait qu'on puisse interroger cet objet qui tourne autour du monde. Donc là on a fait vraiment une exploration. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment leur pensée se construit. Et comment ça vous fait vous-même construire votre pensée? Alors, et nous renvoie aussi, nous, à nos propres schémas de pensée et notre façon de faire. Jean-Paul Mongeant, est-ce que si on tire un peu, ça peut faire avancer la philosophie ou la théologie de questionner ses enfants? C'est un peu abusé de dire ça, mais... Alors, en fait, disons qu'en tant que philosophe, le fait d'être confronté à des enfants, à ses enfants, mais aux enfants qu'on voit aussi lors des ateliers, nous reconduit toujours à cette première attitude philosophique que Aristote définit comme l'étonnement, la capacité à s'émerveiller. Oh, un camion poubelle. Voilà qui est finalement le commencement d'une réflexion philosophique. Il y a cette question de Dieu. On a vu, là, il y a la méthode Goddy-Play, mais aussi dans la philosophie, les enfants aussi, parfois, si Dieu, quand il y a quelque chose qu'on n'explique pas, quand il y a quelque chose de plus grand, Dieu, ça revient souvent dans ces questionnements. Oui, absolument. Alors, moi, c'est une des expériences que j'ai eues, parce que j'ai animé longtemps des ateliers philosophie à l'école, où bien entendu, il n'était pas question, en tout cas, d'amener la question de Dieu, puisque c'était pas le propos. Mais ce que je constatais, c'est que très, très, très souvent, la question de Dieu arrivait parce qu'en fait, ça fait partie, effectivement, des questions fondamentales, et ils ont des choses à confronter aussi, comme on l'a vu dans le reportage, ils ont des questions par rapport à ça, et ça arrive très très vite dans la conversation.
Dieu aussi, Jean-Paul Mongin, vous avez des ouvrages... On fait toujours des ateliers magnifiques sur la question de Dieu, par exemple en proposant aux enfants la double preuve de l'existence de Dieu, la preuve par l'idée de l'infini, et puis la preuve ontologique, et puis ensuite en déconstruisant cette preuve au moyen par exemple de la critique qu'en formule Kant. Alors c'est pour des enfants qui sont un peu plus grands, mais du coup quand on a réussi dans un même atelier à prouver que Dieu existe et à prouver qu'on pouvait mettre cette preuve en doute, on a souvent des réactions merveilleuses d'enfants qui disent « Oh monsieur, vous m'avez retourné la tête là !» Mais c'est pas facile, vous qui êtes sur cette ligne de crête, Florence Auvergne, c'est-à-dire vous donnez des cours de philo, vous donnez des cours de théo. Comment c'est perçu un peu quand on dit, un enfant, on a quand même une laïcité dans un État laïque, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous vous faites un peu charger des deux côtés? Certainement. C'est difficile de défendre cette ligne, mais moi, d'abord, je pense qu'il est indispensable qu'on forme de nos jours des discutants, des enfants discutants, parce qu'ils sont appelés à être dans une société plurielle, extrêmement questionnante de par sa structure. Et ça, c'est vraiment, en tant que pédagogue, je dirais, mon souci premier, c'est de permettre aux enfants de se confronter, justement, même si c'est des questions qui peuvent susciter des réactions vives, parce qu'il y a la fidélité familiale, la loyauté. Mais notre devoir, c'est de permettre que ces questions soient débattues dans une atmosphère paisible, dans un contexte de calme, dont l'école ou l'espace dans lequel ils discutent est le garant, pour qu'ils soient plus à même d'aborder ces questions plus tard dans leur vie, ce qui ne manquera pas d'arriver. Même question, Jean-Paul Mongin. Cette différence entre théologie, philosophie, comment le perçoit peut-être l'enfant? Disons que c'est déjà une très belle question philosophique. Quelle est la modalité du discours qui fait qu'un discours philosophique devient un discours spirituel? Je pense qu'il faudrait un beau traité pour répondre à cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours énormément de tact avec les enfants, puisque lorsqu'on s'adresse à eux, ils proviennent d'horizons qui sont souvent très différents. Ils ont parfois une foi qui est très belle, et la philosophie n'est pas là pour faire une effraction dans cette foi ou pour mettre en question d'une manière qui serait violente cette foi. Donc c'est toujours, par cette attitude qui était assez bien définie dans le propos de l'intervenante de votre reportage, le fait d'avoir une forme de neutralité, de répondre à des questions par des questions, de surtout pas vouloir projeter des opinions ou de pas vouloir transmettre un petit catéchisme ou un ensemble de valeurs qu'on considérait, nous, comme bonnes. Parce que sinon, on n'est plus dans la philosophie. Je crois à Dieu, mais à moitié, disait une des enfants. Ça vous a fait beaucoup sourire, Florence Auvergne. Oui, moi, je trouvais extraordinaire que cette petite fille puisse affirmer avec autant de naturel et en même temps de profondeur, parce qu'on voyait qu'elle réfléchissait à sa réponse, qu'elle a en même temps la foi et en même temps le doute. Et qu'est-ce qu'on peut mieux espérer dans une pensée philosophique et de foi que de pouvoir faire cohabiter ces deux notions. Et en même temps, il y a la référence à ses parents. On pense qu'il y a une certaine loyauté aussi, mais elle sait déjà que c'est possible et elle l'accepte et elle vit avec ça. Et ça va un petit peu en contradiction avec des choses qu'on entend souvent. On pense que les enfants ont besoin de réponses toutes faites et qu'ils vont être désécurisés si on ne leur affirme pas un certain nombre de choses. Or, si on le fait avec justement une attitude positive et bienveillante, je pense que les enfants sont prêts à entendre qu'on n'a pas toutes les réponses comme adultes. C'est vrai, mais en même temps, dans une perspective inverse, on pourrait dire que le fait d'introduire la question de Dieu dans un débat philosophique avec les enfants, c'est aussi très très important pour des enfants qui sont élevés en dehors complètement de cette question. Et le fait qu'ils comprennent que dans toute pensée philosophique, il y a une place pour Dieu. Il y a une place de Dieu chez Marx, il y a une place de Dieu chez Nietzsche, il y a une place de Dieu chez Freud. Donc même pour des philosophes complètement athées, Dieu reste un objet philosophique et un objet digne d'être questionné. C'est faire un grand pas dans la progression de la rationalité. On s'enrichit finalement de ces différentes cultures, des religions peut-être. Ça peut enrichir le questionnement de l'enfant. C'est un plus, quelque part. Oui, c'est très enrichissant et non taxable.
D'accord. Bon. On a un peu encensé cet enfant philosophe. Maintenant, peut-être une petite critique, les limites de l'exercice. Florence Auvergne, on a cette image de l'enfant pur, l'enfant plein de fraîcheur, un peu rousseauiste. Oui, justement. Ça peut être des monstres, hein, des petits dictateurs, les enfants aussi. Donc, quelles sont les limites de l'exercice ? Je ne sais pas si je mettrais en contradiction le fait que les enfants ne sont pas des anges. Effectivement, ce ne sont pas des anges. Mais heureusement, parce que justement, ils vont nous donner aussi cette matière qui va pouvoir permettre que la discussion ne soit pas juste une platitude, quelque chose de bien pensant et d'agréable, certes, mais qui ne nous donnerait aucun défi. Je pense que cette contradiction intérieure, elle est importante pour que chacun puisse avancer. Une question, Jean-Paul Mongeant. Alors moi, la limite, je la retrouverais en m'inscrivant peut-être en faux par rapport à une parole qui m'a un petit peu gêné dans le reportage. La voix off disait à un moment, ici l'adulte ne transmet rien, c'est l'enfant qui, etc. Moi je pense que dans ce qu'on voyait, l'adulte transmettait, et transmettait éminemment par le dispositif pédagogique extrêmement réfléchi qu'il mettait en œuvre, par l'histoire qu'il racontait, donc il y avait bien un acte de transmission, et je pense que les adultes ont un rôle de transmission, y compris quand ils le font dans une forme très philosophique et très ouverte. Parce qu'il faut avoir soi-même beaucoup réfléchi pour pouvoir entendre ce que disaient les enfants, pour pouvoir les introduire à des distinctions qui sont pertinentes, pour les faire parvenir à des définitions qui vont enrichir leur univers de pensée. Donc cette philosophie, même si c'est un questionnement qui est bien sûr ouvert, c'est bien un acte positif de transmission. Alors, vous m'avez amené beaucoup de livres, j'ai presque une bibliothèque sur le plateau. Peut-être tout d'abord, Jean-Paul Mongeant, ça vient des petits Platons. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage ? Un des premiers petits Platons et un des derniers petits Platons, ça c'est un des premiers que j'ai écrit, La Confession de Saint-Augustin, c'est adapté des livres 1 à 9 des Confessions. Donc cette quête brûlante vers la vérité que Augustin raconte, vers une vérité qui lui brûle le cœur mais qu'il ne sait pas nommer. Et donc c'est les Confessions de Saint-Augustin adaptées pour les enfants. Ouvrage suivant, Newton et la confrérie des astronomes, ça aussi, c'est oui, chez vous. alors en fait la démarche des petits Platons qui est de raconter l'univers des philosophes, elle fonctionne finalement avec tous les penseurs qui ont une vision du monde suffisamment constituée, donc des savants comme Einstein ou comme Newton, qui est notre dernière parution. Et là on voit Newton réussir à se propulser dans l'espace et rencontrer tous les astronomes de son temps qui expliquent leur vision du monde depuis le milieu du système solaire. Et on va laisser un peu de temps donc, pour aussi les livres de Florence Auvergne. Tu vois, je le présente, donc c'est Caroline Berchi, c'est celle qui porte un peu la méthode Godiplay, c'est Les enfants portiers du royaume. Donc ça, c'est pour approfondir la méthode Godiplay. Absolument. Et le dernier, alors ça, on n'en a pas parlé, mais vous faites aussi des spectacles de marionnettes théologiques. Ça s'appelle les Théopopettes. Elles ne sont pas tant théologiques que philosophiques, justement, mais effectivement, on vient de sortir une collection avec Théo et Popette et on joue régulièrement. En fait, on part d'une petite scénette qui permet de ensuite développer un certain nombre de discussions avec les enfants à partir du spectacle. Florence Auvergne, Jean-Paul Mongeant, merci d'avoir participé à cette discussion. Et si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou nous laisser un petit message sur notre page Facebook. Voilà, faut pas croire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce petit cours de philosophie. La semaine prochaine, on vous proposera un documentaire étonnant, l'histoire d'un ancien clandestin mexicain qui s'est donné pour mission de retrouver les migrants qui disparaissent dans leur long périple vers les États-Unis. Rendez-vous donc la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.